Alors, je suis un marcheur lent, mais j'ai été aussi lent à découvrir la marche, puisque j'ai commencé à marcher à 60 ans, dans des conditions un peu particulières. Il y a donc 20 ans, j'ai pris ma retraite, et à cette époque, j'étais vraiment très très mal, très dépressif. Ma femme était morte depuis 10 ans. Mes enfants avaient quitté la maison. Et j'ai fait donc, dans cette dépression, m'a conduit à faire une tentative de suicide. Je n'étais plus utile à rien. J'avais fait le tour de mon métier. J'étais journaliste. C'était un métier passionnant, mais bon, je laissais la place aux jeunes. Et donc, voilà. Mais comme je suis non seulement lent, mais maladroit, j'ai raté mon coup. Et dans la foulée, je me suis quand même posé la question, est-ce que j'avais envie de continuer à vivre? Et m'est venue une idée qui est venue comme ça. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et l'histoire du chemin de Compostelle, je ne suis pas croyant, l'histoire du chemin de Compostelle m'intéressait beaucoup. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais partir comme les pèlerins de chez moi. J'aurai 3 mois de marche. Dans 3 mois, je saurai si je continue ou si j'arrête. Et j'ai fait effectivement comme les pèlerins, c'est-à-dire, donc j'habitais Paris à l'époque. J'ai mis mon sac sur le dos, 6 jours après ma retraite. J'ai descendu les marches, j'ai jeté mes clés dans la boîte aux lettres parce que je n'allais pas m'embêter à traîner un trousseau de clés qui ne m'aurait rien servi. Et je suis parti donc pour cette route et pour 3 mois d'itinérance jusqu'à Compostelle, jusqu'à Santiago. Et je me suis imposé un petit plan de marche. Le premier mois, puisque ça durait 3 mois, le premier mois, je fais un bilan. Il faut d'abord, quand on a un projet, savoir d'où on part. Donc, le deuxième je fais des projets, si j'en ai. Pour le moment, j'en avais pas. Et arrivé à Compostelle, je décide. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, je vais peut-être débrancher ce truc-là, parce que moi, je suis un homme qui marche. Et voilà. Ah ben tiens, voilà. Voilà. Alors, donc, je suis parti, je vous le disais, 6 jours après ma retraite. C'était le 6 avril 98. J'ai eu un temps de chien. Je crois que les 8 ou 10 premiers jours de marche, j'ai marché sous la pluie. Et malgré tout, j'ai trouvé ça formidable. Je veux dire qu'en dehors des 3 ou 4 premiers jours où j'ai eu les classiques, les courbatures, les ampoules, etc., le sac un peu lourd, mais c'était de ma faute, très vite, j'ai redécouvert la nature. Je suis un enfant, je suis né dans une petite ville, même dans un village, et donc jusqu'à ce que j'entame ma carrière professionnelle qui s'est déroulée entièrement à Paris, j'avais un peu oublié la nature. Et je me souviens, les cerisiers étaient en fleurs, il faisait beau entre les averses, et je découvrais quelque chose de formidable. C'est contrairement à ce que j'avais pensé, j'étais pas vieux. C'est-à-dire que j'étais capable de marcher 25 ou 30 km dans une journée sans pour autant être épuisé. Et donc, le premier mois, ça a été d'abord cette espèce de libération, si vous voulez, je me sentais prisonnier au départ, et puis je me libérais littéralement. En réalité, je me reconstruisais physiquement. Et puis, donc, ma première grande étape, c'était le Puy-en-Velay.
Et pendant cette marche, ces premiers mois de marche, j'ai effectivement suivi mon plan, c'est-à-dire d'où je viens. Et je me suis fait un film à l'envers, si vous voulez. Alors, je marche tout seul, hein, et je crois que c'est très, très important de marcher seul. Et voilà, je me suis raconté un petit peu ma vie, ma propre vie, sur laquelle on ne fait pas. C'est très intéressant à faire. Hein. Donc, d'où je viens. Et moi, je viens d'une famille pauvre. Nous étions 7 enfants. Mes parents étaient très, très pauvres. Et puis, j'ai pu faire quand même un petit peu d'études jusqu'en seconde parce que mon instituteur a fait ce qu'il fallait pour que je continue à aller que j'aille au collège. Et puis ensuite, professionnellement, j'ai aussi rencontré plusieurs fois des mains tendues qui m'ont aidé à me construire une carrière. J'ai fait une carrière assez classique, hein, mais j'ai fait des choses formidables et intéressantes. J'étais journaliste politique d'abord pendant 20 ans, donc je côtoyais les grands de ce monde. Je faisais les voyages du président et du Premier ministre. Et puis ensuite, j'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télévision. Et donc, j'ai pu avoir cette possibilité donc, de sortir d'une vie qui était, a priori, hein, mes frères mon frère et mes sœurs ont tous travaillé dès 14 ans. Hein, à l'époque, on travaillait à 14 ans. Et moi, j'ai pu sortir de ça. Et puis, arrivé au Puy-en-Velay, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Rien. Et j'ai été servi par le hasard. Au bout de quelques jours, d'abord, on en a parlé tout à l'heure, j'ai découvert la rencontre. Quand on marche seul, on rencontre plein de gens. Il y a une sorte comment dirais-je, de miracle quotidien. Quand vous êtes par n'importe quel moyen de transport, vous passez près des gens, mais vous ne les rencontrez pas. Dans la marche, vous dites bonjour, on vous répond bonjour, et puis quelqu'un vous dit où vous allez, où il fait beau, et on s'arrête parce que quand on marche, on n'est pas pressé. Hein, y a pas, voilà, si on est en vélo, on doit freiner. Si on est en voiture, on doit s'arrêter. Là, on rencontre, et la diversité des rencontres est absolument formidable. Et puis, surtout, il s'est passé un truc. À un moment, je marchais dans les monts du Forez. Et vous savez, sur la randonnée, il y a des signes. Donc, un signe sur les chemins de grande randonnée, il y a un signe blanc, rouge, donc qui vous dit vous êtes sur la route. Si à un moment vous prenez une autre route, il n'y a plus de signe, donc vous faites demi-tour. Ou à un carrefour, il y a une croix blanche et rouge qui dit que c'est pas par là, que c'est par ailleurs. Et donc, ces signes sur le chemin qui vous guident sont inscrits sur des poteaux, sur des arbres, sur des poteaux de barrière, sur des poteaux électriques, etc., à hauteur des yeux. Mais sur les monts du Forez, il n'y a plus d'arbres. Et donc, c'est inscrit sur des pierres. Et il avait neigé, et je me suis perdu. Et j'ai finalement rencontré un type qui, au milieu d'un champ de mêlée et de neige, était en train de traverser avec son tracteur et qui m'a dit, là-bas, il y a une auberge. Si vous allez tout droit, là, et puis dans le fond, là, vous allez trouver une auberge. Et je suis allé à cette auberge qui, à cette époque-là, était complètement vide. J'étais le seul client. Et j'ai dit au patron, je ne vais pas manger dans votre grande salle de restaurant, je vais manger avec vous à la cuisine. Et pendant le dîner, le patron m'a dit, mais où vous allez avec votre sac comme ça? Et j'ai dit, je vais à Compostelle. Oh, Compostelle, il y a 15 jours, il est passé 2 prisonniers belges qui étaient condamnés à aller à Compostelle.
J'ai dit, attendez, ça existait au Moyen-Âge, mais bon, alors on dit les Belges, mais enfin bon. Mais oui, je vous assure, ils étaient même avec leur gardien. Et donc, je suis reparti le lendemain, et puis j'ai commencé à phosphorer quand même là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prisonniers? Puis j'ai posé la question à droite, à gauche, et j'ai fini par apprendre la vérité, c'est-à-dire que c'était 2 adolescents belges qui avaient fait beaucoup de bêtises, et à qui le juge belge avait dit, écoutez, je suis obligé de vous mettre en prison, mais si vous voulez, je vous donne le choix, 4 mois de prison ou 4 mois de marche. Et vous allez jusqu'à Compostelle. Depuis le nord de la Belgique, c'est 2400 km. Et ces gamins ont dit oui. Et je m'attendais alors à ce que ce soit des voyous qui insultent les gens, etc. Et pas du tout. Les gens me disaient « Ah, mais on les a vus, ils sont formidables, ils sont joyeux, etc. Ils sont ravis de faire le chemin. Ils essayent de battre des records tous les jours, etc. » Et alors, je me suis dit, finalement, quelle idée extraordinaire a eu ce juge. Je viens de constater sur moi-même à quel point physiquement et mentalement je me suis reconstruit alors que j'étais vraiment sous le niveau de la mer il y a 1 mois et demi. Et donc, si c'est efficace pour un vieux comme moi, qu'est-ce que ça doit être efficace pour des jeunes qui ont des difficultés. Et donc, je vais vous passer tous les détails, mais quand je suis arrivé à Compostelle, après 3 mois de marche, j'ai pris 2 décisions qui ont complètement changé ma vie. La première, c'est de continuer à marcher. Mais où? Je ne suis pas croyant, mais j'ai eu un vrai bonheur à découvrir l'histoire du chemin de Compostelle, qui est une histoire fabuleuse. Et donc, j'ai envie de faire un chemin d'histoire. Et je vous passe les détails, mais j'ai envisagé plusieurs routes, mais j'ai finalement opté pour la route de la soie. Alors, la route de la soie, c'est un gros morceau. Hein. C'est, je vous dis, Compostelle depuis Paris, c'était 2300 km, là, c'est 12 000. Mais je n'ai pas hésité une seconde. C'était complètement loufoque. Je ne me donnais même pas une chance d'y arriver. Mais quand je suis rentré donc à Paris, je suis allé m'inscrire à la Bibliothèque nationale comme chercheur. J'ai commencé à collecter des cartes, à collecter des récits, des voyages, de l'histoire de la route de la soie, etc. Et 1 an plus tard, 1 an après mon arrivée, après mon départ de Paris pour Compostelle, 1 an après, donc en avril 1999, je partais depuis Istanbul pour aller donc vers la Chine. En disant, je vais faire 4 étapes, puisque j'ai fait 2300 km en 3 mois, je peux faire 3000 km en 4 mois chaque année. Et donc, je me suis fixé 4 étapes. Une première d'Istanbul jusqu'à Téhéran, une deuxième de Téhéran jusqu'à Samarcande, donc en Ouzbékistan, une troisième de Samarcande jusqu'à une oasis chinoise qui est à l'ouest de la Chine, qui s'appelle Turfan, qui a la particularité d'être 350 mètres en dessous du niveau de la mer. Et puis, donc, dernière étape, Xi'an, qui était à l'origine le départ de la route de la soie, puisque Xi'an était la capitale chinoise avant que les empereurs mongols décident de transférer la capitale à Pékin, à Beijing. Beijing pour les Chinois. Et donc, ça s'est plutôt mal passé. Hein. Je suis revenu, je me suis évanoui et je suis tombé malade gravement à 30 km de la frontière d'Iran, après avoir aperçu, 1 heure après avoir découvert le mont Ararat, où dit-on, l'arche de Noé s'est échouée.
Et j'ai été rapatrié, sanitaire, et je suis sorti d'Orly sans gloire sur un brancard parce que j'étais en mauvais état. Mais finalement, ça avait été un tel bonheur, ça avait été tellement formidable qu'un an après, je suis reparti de l'endroit où je m'étais évanoui. Et j'ai refait, donc je suis allé jusqu'à Samarcande, puis l'année suivante jusqu'à Tourfan, puis l'année suivante jusqu'à Xi'an. Et avant de partir, j'avais envoyé un petit mot à 3 éditeurs en disant, voilà, je vais faire ce chemin, je suis un retraité, je n'ai pas beaucoup de chance d'y arriver, mais plus je lis et plus je m'instruis sur ce chemin, plus je trouve que c'est vraiment une histoire merveilleuse. Il ne faut pas oublier que les grandes inventions qui ont fait que nous, occidentaux, avons dominé le monde, c'est grâce à 3 inventions, des inventions qui sont venues chez nous de Chine par la route de la soie. La première, ça a été la boussole, qui nous a permis de découvrir le monde. La deuxième, ça a été la poudre, qui nous a permis de conquérir le monde. Et la troisième, ça a été l'imprimerie, qui nous a permis donc de développer les connaissances. Et donc, il y a eu une quatrième invention de la route de la soie qui était moins rigolote, c'est la Grande Peste, qui a tué un Européen sur 4. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et donc, je me suis dit, je pourrais peut-être faire un livre. Et donc, j'ai écrit à 3 éditeurs, et il y en a un qui était aussi dingue que moi, qui m'a dit, venez nous voir, on a discuté, et ils m'ont dit, oui, vous voulez faire ça va être compliqué. Et puis, est-ce que vous avez déjà écrit un livre? Non, jamais. Ah bon, et puis, miracle, 3 semaines après, j'ai reçu un contrat pour 4 livres et même un chèque d'avance. Donc, du coup, j'ai fait ce chemin différemment. Je l'aurais fait si l'avais fait seul, mais là, du coup, j'étais en quelque sorte tenu de remplir mon contrat et de raconter par le détail. Et ce livre, qui s'appelle Longue Marche, a eu un succès que je n'aurais pas rêvé dans le plus grand des délires. À l'heure qu'il est, il s'est vendu 500 000 exemplaires de Longue Marche en France. Je suis traduit en 10 langues, en 11 d'ailleurs, puisque je vais paraître aux États-Unis au mois de mars. Les Américains ont traduit le livre. Et ça m'a rapporté un paquet d'argent. Parce que 500 000 fois une petite pièce, ça fait beaucoup. Hein. Et avec ça, j'ai créé l'association Seuil. L'association Seuil, c'est une association qui prend des jeunes en très grande difficulté. Un tiers, même 40%, sont en prison. Ils ont fait des conneries que font tous les adolescents. D'ailleurs, un peu de tous les milieux sociaux. Hein. Mais enfin, en général, c'est plutôt donc des enfants de familles en difficulté qui donc ont complètement abandonné l'éducation de leurs enfants. Un jeune qui est dans une situation aussi difficile, nous proposons de l'emmener, mais il doit faire la demande lui-même. Et on lui dit, OK, on t'emmène, tu vas marcher pendant 3 mois, 25 km tous les jours, dans un pays étranger, sans téléphone. Là, c'est dur. Et sans musique. Et tu vas apprendre à te servir de ton cerveau. Et en plus, il y a obligatoirement tous les jours de marcher 2 heures en silence. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Les gamins qu'on nous confie, quand ils arrivent, sont agressifs, mal élevés, violents,
velléitaire, il change d'avis tous les matins. D'ailleurs, le matin, il ne change pas beaucoup d'avis parce qu'il se lève à midi. Voilà. Et au bout de 3 mois, quand ils reviennent, les parents, les juges, les éducateurs ne les reconnaissent pas. C'est fabuleux. Ça a un autre avantage, c'est que ça coûte 5 fois moins cher que la prison et c'est 20 fois plus efficace. Une étude faite par le ministère de la Justice est arrivée à la conclusion que 90% des jeunes qui sortent de prison, des adolescents qui sortent de prison, récidivent dans l'année qui vient. Avec Seuil, qui coûte beaucoup moins cher, nous avons fait faire une étude par un organisme indépendant. 85% des jeunes reviennent avec un projet et le mettent en œuvre. Et donc, merci. Merci. Et donc, chaque jeune part avec un adulte, un homme ou une femme. Nous avons d'ailleurs plus de candidats femmes que d'hommes. Salariés, qui est salarié, que nous salarions 5 mois pour 3 mois de marche, parce que la RTT et les week-ends, on ne connaît pas pendant la marche. Et puis, c'est un métier très difficile, c'est-à-dire que le premier mois, c'est l'enfer, bien souvent. En tout cas, les premiers jours, c'est l'enfer, quoi. Le gamin dit « Non, mais attends, moi, je ne savais pas. On m'a parlé de Séville. Je pensais que c'est les palmiers, la plage, quoi. Donc, voilà. Et ben oui, mais on le met à Séville ou on le met à Palerme. Et puis, il rentre à pied, quoi. Il rentre à pied. Et il y a un gamin qui a... Nous sommes des fabricants d'estime de soi. Dans cette salle, nous sommes tous... nous avons tous une bonne opinion de nous-mêmes. Les délinquants, les voyous, les filles surtout, ont une idée très négative d'eux-mêmes. Les filles en particulier s'enlaidissent, se scarifient. Les garçons se bagarrent voilà. Et donc... et ils considèrent qu'ils sont des nuls. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de mal à croire qu'ils sont des nuls, parce que depuis la petite enfance, dans leur entourage, on a passé son temps à leur dire que c'était des nuls qui ne réussiraient jamais. Et donc, eh bien, puisqu'ils sont des nuls, ils essayent d'être des bons nuls, et donc d'être des nuls virils. Et donc, c'est la bagarre, c'est le vol, c'est la violence, c'est le viol aussi. Il y a des cas. Et donc, au fur et à mesure, il y a une espèce de... Je vous dis, le premier mois, c'est l'enfer. C'est très difficile. En tout cas, au moins les 15 premiers jours. Le gamin ne veut pas se lever, ou la gamine ne veut pas se lever, trouve que ça monte trop, que ça descend trop, qu'il fait trop chaud, qu'il fait trop froid. Les marches se déroulent toute l'année. Donc ceux qui partent en novembre passeront Noël les pieds dans la neige. Et ils renaclent, voilà, ils ont changé d'avis. Ils veulent tous arrêter. Tous. On n'a pas, autant que je sache, il n'y en a pas un seul qui n'ait pas décidé d'arrêter. Et c'est à nous d'essayer de les faire comprendre que c'est important et qu'ils continuent. Et puis le deuxième mois, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que ces jeunes, d'abord, s'aperçoivent que ce n'est pas fatigant. La marche, ce n'est pas de la souffrance, c'est du plaisir. Moi, je dis que la difficulté pour moi, ce n'est pas de marcher, c'est de m'arrêter. Et donc, vous avez dans la marche, si vous voulez, les gens sont faits pour marcher. Tout notre corps a été conçu pour marcher. Et depuis les rectus, le premier homme qui marchait à 4 pattes et qui s'est levé pour voir un petit peu plus loin dans la steppe si les dangers qui pouvaient arriver ou les casse-croûtes qui pouvaient se présenter, nous avons été
peu à peu, donc, et depuis 2 millions d'années, nous marchons. Et donc, ce qui n'est pas normal, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes assis en permanence. Nous sommes assis depuis le matin pour le petit déjeuner, ensuite pour le transport pour aller au bureau ou au travail, ensuite donc à déjeuner, ensuite l'après-midi à nouveau le bureau, puis le soir canapé télévision. Et donc notre corps souffre de ne pas marcher. Eh bien, ces jeunes-là donc découvrent qu'ils ont des capacités formidables. Et à la fin de la marche, le 3e mois, nous leur proposons de faire un exploit. Et ils marchent donc un jour, ils font une longue marche. Et je suis donc très fier, personnellement, d'avoir un jour marché 68 km dans le désert de Gobi. Eh bien, j'ai été battu par une gamine de 14 ans qui a fait 72 km en une journée. Ils ont une capacité extraordinaire et qu'ils découvrent. Et c'est une découverte essentielle pour eux. Et donc, il y en a un qui a magnifiquement résumé ça. Il a dit, quand je suis parti, j'étais un blaireau. Depuis que je suis revenu, je suis un héros. Et c'est vrai que le papa qui a viré son gamin parce qu'il faisait des conneries, qui revient en disant « j'ai marché 1800 km » ou 2000 km, il y en a qui font 2000 km, il ne peut plus le considérer comme un petit con. Il est changé. Et on le respecte. Et puis le jeune en question se dit « si j'ai fait ça », et c'est tous ce qu'ils nous disent tous. Alors, il y a des échecs, hein, je ne cache pas, il y a 10%, 12% de jeunes qui disent, à un moment, qui disent, toujours le 1er mois d'ailleurs, qui disent « j'arrête ». Bon, très bien, on a été te chercher à la prison, on te ramène au juge qui va te remettre en prison. Tu es au courant? Oui, mais j'accepte. Bon, très bien, d'après tout, c'est ta vie, c'est pas la nôtre. Mais ces jeunes qui reviennent nous disent « si j'ai été capable de faire ça, je suis capable d'apprendre le métier de boulanger ou de je sais pas quoi ». J'ai fait une interview pour un documentaire il y a quelques jours d'un jeune qui a été formé par les compagnons du Tour de France. Ce sont les gens les plus respectés dans les métiers manuels, hein, et qui ont donc des compétences formidables. Donc voilà, la marche et pas seulement pour ces jeunes. La marche est thérapeutique. J'ai été invité le mois dernier à Toulouse pour un colloque sur le thème « Marcher pour guérir », qui était organisé par le centre hospitalo-universitaire de Toulouse. La marche est, je dirais, l'antidote de la vie moderne. Et voilà, donc je pourrais continuer à vous en parler parce que on a du mal à m'arrêter, comme pour la marche, mais je pense qu'il y a peut-être des questions et je ne veux pas monopoliser trop longtemps. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Sinon, on se quitte de bons amis, on se fait une bouffe et puis voilà. Hein, voilà. Si vous voulez lever la main pour parler, voilà une première question. Oui, bonsoir monsieur. Moi, je souhaiterais simplement savoir avec quelle administration pénitentiaire ou sociale travaillez-vous pour sauver ces jeunes, dites-vous, de l'isolement, de la désespérance et de l'inactivité professionnelle que notre société leur fait subir. Alors, je travaille avec 2 administrations. D'une part, l'aide sociale à l'enfance, pour des jeunes qui sont au civil et qui donc ne sont pas sous l'autorité d'un juge. Et je travaille avec la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse,
qui donc est un des 3 départements du ministère de la Justice. Alors, ça n'a pas été facile de... Vous savez, le président a dit il y a quelques jours, au passage, je vous signale qu'il a nommé son parti En Marche. Hein. Bon. Mais je n'en fais pas partie. Mais il a dit ces Gaulois qui sont réticents à l'innovation. Quand j'ai proposé à la protection judiciaire de la jeunesse de faire des marches comme ça, on m'a, mais c'est tout juste si on ne m'a pas mis à la porte. On m'a dit, mais attendez, mais ils vont fuguer. Il y a même quelqu'un qui était en plein délire qui m'a dit, j'ai vu dans le pactage que vous leur préparez qu'il y aura un couteau. Ben, je dis, oui, il faut bien qu'ils coupent le saucisson. Oui, mais ils vont menacer l'accompagnant, ils vont lui prendre sa carte bleue, ils vont partir fuguer. C'était vraiment... je vous passe les détails, mais la première année, je n'ai pas eu l'autorisation. La deuxième année, je n'ai pas eu l'autorisation. La troisième année, on nous a autorisé à faire marcher 2 jeunes. Et il y en a un qui s'est arrêté en route, mais parce qu'on nous obligeait à faire marcher un adulte avec 2 jeunes. Sous le prétexte qu'il y avait, on avait peur qu'il y ait des attouchements et des comportements voilà, c'était à croire qu'on faisait marcher, donc il y avait des homosexuels. Et donc, avec 2 jeunes, on disait, voilà, là, avec 2 jeunes, c'est plus compliqué. Mais comme il y en a un qui s'est arrêté parce qu'ils se sont tapés sur la gueule, eh ben, on nous a dit, voyez, votre truc, ça ne marche pas. Alors, heureusement pour moi, j'étais en pleine publication de mes premiers livres. Et j'étais une vraie star. C'est-à-dire que j'ai chez moi un carton de coupures de presse. J'ai arrêté depuis longtemps de faire des... Mais au début, ça me flattait. Hein, et donc, j'ai eu des pages dans tous les journaux français, dans les hebdomadaires, les quotidiens. Je suis passé sur toutes les radios, je suis passé sur toutes les télés. J'ai eu des émissions entières, donc 1 heure d'antenne à la télé et tout. Et donc, on n'osait pas trop me dire non, quoi. Et donc, parce qu'évidemment, à chaque fois, je parlais de seuil. Et donc, la deuxième année, on m'a autorisé, cette fois, 2 fois 2 marches, 2 fois 4 jeunes. La troisième année, la quatrième année, on nous a interdit parce qu'il y avait la grippe H1N1 et qu'ils risquaient d'attraper la grippe en Espagne. Alors, comme nos marches sont obligatoirement des marches à l'étranger, sinon, voilà, alors j'ai dit, bon, je vais faire des marches en France. J'ai fait 3 marches en France. Il y en a 2 qui ont tenu 1 semaine. Le troisième, qui était plus courageux, a tenu 15 jours. Mais ils se sont tirés, parce que c'est très, très facile. Alors que, par exemple, on a eu notre première fugue qui a duré une demi-journée. C'était en Allemagne. 2 jeunes qui marchaient. Il y en a un qui n'était vraiment pas d'accord. Donc, il laisse les autres s'éloigner. Il prend un petit chemin. Il marche jusqu'à une route. Il fait du stop. S'arrête une Mercedes. C'est quand même mieux la Mercedes que de marcher à pied. Et puis, le propriétaire l'abandonne dans un moment quand il est arrivé dans une ville et lui dit, voilà, maintenant c'est terminé. Il lui dit en allemand, lui, il ne comprend rien. Et alors la France, c'est où? Et le gamin paniqué, il fait un truc qui me fait encore rire, il va chez les flics en disant, je me suis perdu. Et donc, les flics me téléphonent et je dis, ne me racontez pas d'histoire, passez-le moi. Et donc, je lui dis, voilà, c'est simple. Tu t'es terré, ne me raconte pas d'histoire. Les 2 autres sont dans tel village. Demain matin, ils seront devant l'église à 9h. Si à 9h, tu es là, tu pars avec eux, sinon tu te démerdes. Et les flics ont dit, ils étaient toujours dans la fiction qu'ils s'étaient perdus. On dit, mon petit gars, on va te ramener, quoi. Et le gamin, après, il disait, les flics français, c'est des salauds, mais alors les Allemands.
Et voilà, c'est l'histoire de la première fugue. On a eu une deuxième fugue par une fille en Italie, qui a duré une semaine. On l'a retrouvée au bout d'une semaine. Mais sinon, non, on n'avait pas de fugue. Et donc, ça a été une bagarre pendant 12 ans, où chaque année, nous essayions d'organiser 3, 4, 5, 6 marches. On n'arrivait pas. Et puis, à un moment, on a décidé, j'ai réussi donc à décider, on a même été interdit. Rachida Dati, ça a été une des premières choses, elle a été nommée ministre de la Justice. 2 jours après, elle nous signait une lettre en disant interdit de continuer à faire des marches. Et j'ai dit, bon, eh bien, je me souviens, c'était un vendredi, j'ai envoyé immédiatement un message à l'AFP, à l'agence France Presse, en disant, Madame Rachida Dati, qui a dit qu'elle serait sévère avec les jeunes délinquants, mais qu'il y aurait des alternatives à l'incarcération, vient de décider d'interdire Seuil, qui est la seule association qui fait de l'alternative à l'incarcération. Conférence de presse mardi prochain. Et le lendemain soir, donc c'était un vendredi, le samedi soir, j'allais au cinéma, j'attendais une amie qui voulait voir le même film. Je reçois un coup de fil du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, qui me dit, Monsieur Olivier, qu'est-ce qui se passe? On ne s'est pas compris. Je dis, attendez, moi j'ai bien lu, donc l'association est interdite de marche. Non, mais c'était... Non, il faut qu'on en discute. Écoutez, lundi dans mon bureau, vous venez, vous me dites ce que vous souhaitez, puis on va s'arranger. Et le lundi, donc, j'étais avec les 3 zigotos qui avaient fait des pieds et des mains pour nous interdire et à qui le directeur disait, Monsieur Olivier souhaite faire des marches avec un jeune plutôt que 2 jeunes. Ok, notez, messieurs. Et voilà. Et donc, on est passé. Je vous passe les détails, mais le ministère de la Justice a quand même reconnu que les choses avaient changé, puisque il y a 2 ans, ils m'ont donné la Légion d'honneur. Donc, ils ont fait amende honorable. Voilà. Et les marches, maintenant, nous faisons 35-40 marches. Nous sommes donc partis pour en faire 60, peut-être plus. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. Le côté gauche, le côté droit est un peu... Une question par rapport au jeune qui revient après ces 3 mois d'expérience personnelle. Comment il est réintégré dans son milieu social? Comment son milieu social le récupère, lui qui a changé? Son milieu, lui, n'a pas changé. Comment se passe la relation? Alors, je vous l'ai dit, nous nous adressons à des jeunes qui sont donc sous main de justice, la plupart du temps, ou qui sont donc sous une autorité... pratiquement tous les jeunes ont un juge, même s'ils ne sont pas en prison. Comment? Oui, ils ont une famille. Mais nous travaillons d'abord avec le juge et ensuite avec l'éducateur. Chaque jeune a un éducateur qu'on appelle un éducateur référent. Cet éducateur est associé à tous les stades de la marche. C'est-à-dire que c'est lui qui suggère aux gamins de faire une marche en disant « on a essayé 10 trucs, ça n'a pas marché, pourquoi tu n'essayes pas ça ?» C'est lui qui nous l'amène pour un premier entretien. Ensuite, nous allons le voir, alors, sauf s'il est en prison, mais s'il est en prison, nous allons le voir. Ensuite, donc, il y a eu toute une discussion avec le jeune où on lui dit, voilà, à quoi il s'expose, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va fonctionner. Et donc, il doit personnellement s'engager en faisant une lettre et une demande. Ça n'a pas une grande valeur juridique, mais en tout cas, c'est un engagement. Et puis, donc, au fur et à mesure que la marche se déroule, nous informons la famille, le juge, l'éducateur. Et à peu près 1 mois avant l'arrivée,
nous disons à l'éducateur, bon, maintenant on approche de sa fin, c'est parti, là il a marché 2 mois, il va aller jusqu'au bout. Quand je dis toujours il, mais c'est elle, hein, c'est vrai pour les filles, nous avons 30% de filles. Qu'est-ce qu'on fait à l'arrivée? Et donc, c'est l'éducateur qui, à ce moment-là, va regarder un petit peu la position de la famille, la position du jeune. Au début, nous avions quelques moyens, donc je vendais beaucoup de livres, j'en vends moins, donc les gens n'achètent qu'une fois mes livres, ce qui est scandaleux. Mais donc, on emmenait l'éducateur pour passer une journée avec le jeune sur le chemin pour envisager l'avenir. Et donc, ce jeune, au retour, dit, ben voilà, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Et à ce moment-là, donc, on met en place une structure. Dans certains cas, par exemple, des jeunes s'inscrivent pour retourner en classe ou pour apprendre un métier, et nous trouvons le moyen de les loger. Donc, ils sont suivis par l'éducateur qui vient de temps en temps les voir. Et il y a donc tout un travail qui est fait dans la poursuite. Ah oui, sinon si après la marche, on le renvoie, 3 mois après, il est revenu au même point. Hein, donc, voilà. Donc, on est très, très attentif à ça. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. On parle beaucoup des attentats, des choses comme ça. Nous, depuis 1 an, le ministère de la Justice nous a demandé de faire marcher des jeunes musulmans qui ont préparé des attentats ou qui sont en prison. Et nous en avons fait marcher 3 pour le moment, une fille et 2 garçons. Et alors, avec un handicap pour nous, c'est qu'ils sont obligés de marcher en France. Comme ils sont... la fille que nous avons prise, la première fille, hein, avait fait 16 mois de prison. Elle a fait une marche formidable, au point que le juge, donc, où elle devait passer en cour d'assises, le juge l'a rétrogradée, donc, et elle passera simplement en correctionnel. Parce qu'il a dit la transformation est telle qu'on ne peut pas la faire passer en cour d'assises. Donc voilà, il y a ce travail que nous faisons qui est effectivement le suivi en question et tout. Et cette jeune fille, donc, après sa marche, est en apprentissage, et là, elle a commencé il y a quelques jours à travailler dans une boutique où elle vend, je ne sais pas quoi, du truc, enfin bon, voilà. Ah, de l'autre côté. Oui, j'espère que vous n'alliez pas vous laisser faire quand même. Attendez. J'ai été un peu étonné tout de suite quand vous venez de dire que, pour répondre à la question qui était posée là-bas, quand le jeune, s'il n'y a pas l'accueil quand il revient, 2 ou 3 mois après, c'est fichu. Enfin, en gros, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas un changement profond. J'avais cru, à travers vos propos, qu'on avait quelqu'un d'autre qui était né. Apparemment, ce n'est pas tout à fait ça. Mais non, ce n'est pas possible. Ces jeunes, si vous voulez les renvoyer chez eux, d'abord, ils vont retrouver tous leurs copains et la bande. Et donc, ils vont rouler les mécaniques pendant un moment en disant « je viens de marcher 1800 km, je suis le plus fort ». Mais on lui dira, si vraiment tu es le plus fort, il y a une petite vieille qui est bourrée de pognon, là, il faudrait peut-être aller lui rendre visite. Donc, vous voyez, non, mais bien sûr, si vous remettez, si vous sortez un poisson de l'eau, il ne va pas se mettre à marcher, hein, ça reste un poisson. Donc, il faut qu'il y ait un environnement, et c'est pour ça d'ailleurs que ce que nous pratiquons, c'est ce qu'on appelle la rupture. C'est-à-dire qu'on prend un jeune qui est dans un milieu très défavorable et on le transforme, on le transfère d'abord sur les chemins de Compostelle ou sur les chemins italiens ou sur les chemins allemands, et ensuite, eh bien, on le met dans un collège ou dans un apprentissage, etc. Quand il y a des familles où il n'y a pas de problème,
Il y a des familles, des gens très très bien, et dont le gamin, on ne sait pas pourquoi, ou la gamine, a basculé d'un seul coup dans la délinquance, dans le vol, dans la violence. Si la famille nous paraît assez solide, mais c'est en dernier ressort, c'est pas nous qui choisissons, c'est qui décidons, c'est le juge. Et donc, et les juges des enfants sont des gens formidables. Ils sont vraiment, ils comprennent. Un jeune, il y a eu des études qui ont été menées aux États-Unis. Un jeune, un adolescent, n'est pas conscient, retenez bien ça, n'est pas conscient des conséquences de son acte. C'est-à-dire qu'ils sont, comme ils sont bouillants, tout chauds, hein, ils font des trucs, mais ils ne sont pas mentalement en état de se projeter pour savoir quelles seront les conséquences de leur acte. Je vais vous citer un cas que nous avons connu, hein, des jeunes en banlieue qui se fâchent avec une de leurs copines. Ils mettent le feu à la boîte aux lettres. Elle habite dans un HLM, l'immeuble flambe. Bien entendu, ces gamins disent « mais j'ai pas voulu ça, moi ». Mais ils l'ont fait. Donc, si vous voulez, il y a tout un environnement et toute une éducation à faire. Ces jeunes n'ont pas eu d'éducation, donc il faut la reprendre. Et je dirais que le responsable, je ne veux pas faire de misérabilisme, mais le responsable, c'est la société qui n'a pas vu, qui n'a pas su prendre en charge des jeunes qui ne pouvaient pas être pris par leurs parents. Nous avons des jeunes dont les parents sont drogués et envoient leurs gamins se prostituer, leurs gamines se prostituer pour pouvoir s'acheter leurs drogues. Comment voulez-vous renvoyer un jeune dans sa famille comme ça? Donc, c'est pas possible. Donc là, nous ne faisons que du cas par cas, que du coup humain. Oui. Le côté droit. Oui. Moi, je vais vous donner un exemple et savoir si vous auriez pu faire la même chose avec les jeunes délinquants dont vous occupez. Moi, j'ai été visiteur de prison et on a créé un concours de bande dessinée sur l'ensemble du milieu carcéral pénitentiaire. Et tous les ans, il y a un jury et on désigne un gagnant. Et parmi un des tout premiers gagnants, ce garçon qui avait participé à... Bon, il avait braqué une boutique, hein, une fois qu'il a eu purgé sa peine, a été autorisé et il est venu à Angoulême chercher son prix. À l'époque, c'est amusant parce qu'on l'a présenté au ministre de la Culture, le Mitterrand, hein, voilà, et on l'a surtout présenté à un éditeur. Donc, il a pu faire un album de bande dessinée où il a raconté son histoire. Bon. Et il est venu le dédicacer à l'année d'après à Angoulême et tout ça. Donc, voilà. Mais ce qui a été formidable, et c'est là que je vais revenir à la question que je vais vous poser, c'est que maintenant, où il a compris que, quoi qu'ayant été délinquant, il y a un moyen de s'en sortir, lui il en est sorti par la bande dessinée, et bien maintenant, il va avec le SPIP, les SPIP, le service de prévention, il fait le tour des jeunes délinquants et il leur explique qu'on peut quelquefois se sortir de la galère. Alors ce que je voulais savoir, et c'était là le but de ma question, est-ce que puisque ça fait quand même un moment maintenant que vous avez des jeunes qui ont fait ce périple-là, est-ce qu'il y en aurait un qui un jour pourrait devenir un accompagnateur? Moi, je suis contre. Je pense que c'est pas parce qu'on était cambrioleur qu'on peut donner des leçons de serrurerie. Je veux dire que j'ai un gamin qui s'appelle Christophe, qui était vraiment... Alors lui, il avait un pied dans la prison. Hein. Il a fait une marche formidable. Il avait piqué des bagnoles, ils avaient fait un road movie, enfin bon, ils avaient fait les 400 coups, et ils récidivaient. Mais officiellement, il était apprenti mécanicien. Bon. Il a fait la marche, il a repris sa formation, il est maintenant mécanicien.
Et il m'a appelé un jour en me disant « Quel âge il faut avoir pour accompagner un jeune ?» Je lui ai dit « Écoute, le plus jeune qu'on ait pris, il avait 26 ans. » Ben, il m'a dit « J'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai plus que 6 ans à attendre. » Ben, j'ai dit « Écoute, tu attends 6 ans, mais je ne peux pas te garantir. Parce que les qualités qu'on demande à quelqu'un, ce n'est pas des qualités sportives. C'est des qualités, c'est très particulier. Les gens qui accompagnent les jeunes, que nous appelons des accompagnants, sont d'abord des gens qui sont à l'écoute. Ces jeunes, on leur a fait la morale depuis le début. Tout le monde leur a fait la morale. Et ils ont une capacité de fermeture des écoutilles. Et dès qu'on commence à leur faire la morale, ils n'écoutent même pas. Et donc, la thérapie fonctionne si ils ont une oreille, s'il y a quelqu'un qui les écoute, s'il y a quelqu'un qui essaye de comprendre. Et ça fonctionne exactement comme dans le cabinet d'un psychologue ou d'un psychothérapeute. Hein. C'est-à-dire que ces jeunes vont découvrir sur le chemin deux choses, qu'ils sont avec un adulte qui les écoute, qui ne les juge pas. Et puis, ils vont découvrir que ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, que la marche est un moyen formidable de rencontre. Et ces jeunes qui ont grandi la plupart du temps en banlieue, au milieu de HLM, voilà, et qui partaient du principe que les vieux sont soit des salauds, soit des cons, et donc ça ne vaut pas la peine de s'y intéresser, vont rencontrer un certain nombre de gens qui sont vieux, mais qui ne sont pas forcément cons, qui ne sont pas forcément salauds, et avec qui ils vont échanger. Et ils vont échanger avec des gens d'horizons complètement différents. Sur le chemin de Compostelle, on rencontre tout le monde, des gens de tous les pays du monde. On rencontre des gens de tous âges. Et donc, ils vont découvrir que même si on était un petit voyou, eh ben, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens avec qui tu peux parler, et tu n'es pas simplement ostracisé systématiquement. Et donc, ça fait partie beaucoup de la thérapie. Mais pour les accompagnants, c'est un diplôme très particulier. Hein. Les gens doivent être candidats. Nous solliciter donc le droit de faire une marche. D'abord, il faut qu'ils puissent se libérer pendant 3 mois, hein, puisque ils sont 3 mois, jour et nuit, 7 jours par semaine sur le boulot. Hein. On leur donne d'ailleurs, on leur paye 2 mois de vacances après la marche, et ils ne les ont pas volés. Mais ensuite, on juge d'abord sur une lettre de motivation qu'ils nous envoient sur leur CV, mais ensuite ils passent devant un jury, et ce jury est sans pitié. Grosso modo, sur une année, nous avons à peu près 120 candidats, on en conserve 30. Quoi, hein. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui sont, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est capable de faire ce travail très, très, très particulier. Une autre question ici. Oui, bonsoir. Il y a quelques jours, à votre place, exactement ici, le docteur Xavier Pomereau, qui est un psychiatre reconnu nationalement, a parlé, est spécialisé dans les adolescents en mal-être, et dont le mal-être peut conduire à l'hospitalisation ou à des tentatives de suicide, sans pour autant être des enfants avec une maladie mentale. Le mal-être des ados est quelque chose dont vous avez parlé à propos d'ados incarcérés. Avez-vous essayé ou vous a-t-on demandé d'essayer sur des ados pas du tout forcément en prison, mais qui sont dans une situation de mal-être vraiment très important, comme pouvant conduire à voilà, les tentatives de suicide ou les anorexiques ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce qu'on vous l'a demandé? Et quel est votre... 60% de nos marcheurs, c'est 60% des jeunes qu'on prend qui sont à l'aide sociale à l'enfance ou qui sont vraiment primo-délinquants. Donc, ça fonctionne avec tout le monde.
Mais paradoxalement, c'est plus difficile avec ceux qui ne sont pas en prison, parce que pour ceux qui sont en prison, ils marchent ou ils y retournent. Et donc, ils ont une épée de Damoclès sur la tête, et donc ça les aide à marcher. Mais il y a... donc, non, nous faisons marcher des jeunes qui ne sont pas forcément des voyous patentés ou voilà, nous avons... alors, chez les filles, hein, c'est terrible, parce qu'effectivement, elles retournent leur mal-être contre elles-mêmes, quoi. Et effectivement, il y a il y en a qui se coupent les veines, qui se scarifient, qui s'enlaidissent, qui s'auto-martyrisent, si j'ose dire. Hein. Et donc, j'ai fait un livre qui s'appelle donc Marche et invente ta vie, où j'ai interviewé, puisque donc nous avons fait faire une étude par un cabinet extérieur, qui, je le disais, qui a donné des résultats très, très favorables. Donc, sur l'année 2012, cette étude a été menée sur l'année 2012. J'ai repris, non pas tous les jeunes qui avaient marché en 2012, mais j'en ai pris 14, que j'ai interviewés en longueur, 2 ans et demi après la marche. Alors, d'abord, y compris ceux qui s'étaient arrêtés, il y en a 2, ils en gardaient un souvenir extraordinaire. Ceux qui s'étaient arrêtés, sur les 2 qui s'étaient arrêtés, il y en a un qui m'a dit « Est-ce que je peux recommencer ?» Non, tu ne peux pas recommencer. On ne peut pas te donner ta dernière chance tous les jours. Hein. Donc, c'était la dernière pour toi, quoi. En tout cas, en ce qui nous concerne. Donc, ces jeunes, donc, eh bien, sur les 14, il y en avait 11 qui étaient sortis d'affaires. Il y en avait 2 qui étaient effectivement sur le fil du rasoir, hein, dont un, quand je parlais des familles, là, hein, le père était en prison et le gamin en était pas loin, quoi. Le père aidait son fils à voler, quoi. Et puis il y en avait un qui était en prison, ça m'a fendu le cœur d'ailleurs, qu'il se retrouve en prison, parce que c'est un gamin très intelligent, très sensible, qui a fait une marche formidable. À un moment, l'accompagnant, c'était en Italie, l'accompagnant a eu des problèmes de santé, c'était lui qui portait le sac de l'accompagnant. Il est rentré et il a dit au juge « Je ne veux plus retourner en foyer. Je veux être, si c'est possible, donc dans un studio ou je ne sais pas quoi, mais je ne veux pas retourner avec les voyous. » Et le juge lui a dit « Écoute, je te remets dans le foyer pendant 3 mois, après on verra. » 2 mois après, il était en garde à vue et il n'en sort plus, quoi. Il est en prison. À chaque fois que la date d'approche de la sortie arrive, il fait une connerie, casse la gueule d'un autre détenu ou d'un gardien et il en reprend pour 3 mois, 6 mois, quoi. Donc c'est crève-cœur, hein. D'autres questions ? Merci. Je vais m'écarter un peu de seuil. C'est une question toute simple. Je voulais savoir si vous avez encore des contacts avec les gens avec qui vous avez fait de si belles rencontres pendant votre voyage. Oui, bien sûr. D'abord, j'ai encore pas mal de contacts avec des gens que j'ai rencontrés sur le chemin de Compostelle et qui sont vraiment des amis, hein. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, donc, une grande fête chez moi. J'habite maintenant à la campagne et j'ai un grand espace. Et donc, il y en avait 3 que j'avais rencontrés sur le chemin de Compostelle, hein. Les amis de marche sont des vrais amis. Et je vais vous dire qu'une des raisons, je pense, que c'est des vrais amis, c'est que sur le chemin, toutes les barrières sociales tombent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des riches et des pauvres, il n'y a pas des gens favorisés ou défavorisés. Tout le monde a le même costard, hein, c'est-à-dire un pantalon avec des poches et puis éventuellement qu'on peut transformer en short quand il fait trop chaud, un sac sur le dos.
qu'on charge toujours trop d'ailleurs. La poste espagnole fait des couilles en or, excusez-moi l'expression, mais avec les marcheurs, hein, qui au bout de 2-3 jours disent mais mon Dieu, pourquoi j'ai pris tout ça, et qui ressortent tout du sac et disent ça j'en ai absolument besoin, ça j'en ai absolument besoin, et qui repartent avec un rasoir, une brosse à dents et puis et basta quoi, hein, et qui mettent tout à la poste pour les renvoyer chez eux, ou qu'ils l'abandonnent le long du chemin. Et donc, il y a cet aspect du chemin qui fait que les barrières sociales n'existent plus. Vous ne pouvez pas discerner. Un des plus beaux souvenirs de mon voyage à Compostelle, c'est un soir, on n'était pas dans un gîte, on était chez une dame qui recevait des gens. On s'est retrouvés 5 ou 6 là. Et on a dîné, et pendant le dîner, sur les 5 ou 6, il y en a 2 qui ont parlé, un jeune et un vieux. Et c'était d'une intelligence, c'était d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Et à la fin du dîner, après le dîner, le lendemain matin, j'ai voulu savoir qui étaient ces gens-là. Le vieux monsieur était un directeur de banque, baron en plus. Il avait une bague armoriée. Et le jeune était un commis agricole de l'Est qui avait 17 ans. Ces gens-là n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et ça a été un des plus beaux souvenirs que j'ai gardé de ça. C'est de la plus belle illustration qu'effectivement, la marche, les marcheurs, c'est l'humanité sans barrière. Merci pour cette initiative qui est un petit peu le point de départ finalement d'un week-end important, parce qu'il se terminera dimanche soir à 18h, notamment chez Magis, avec l'inauguration du Périph' Vert. Un dossier, donc, en tout cas une proposition qui existe maintenant depuis donc, au moins 4-5 ans, parce que le collectif Rêvons la Ville avait évoqué donc, déjà cette initiative par l'intermédiaire des journaux, et puis nombre de rendez-vous ont dû être nécessaires pour essayer de débloquer les verrous tout doucement. Je me souviens donc de rendez-vous dans mon bureau avec M. Tréguette, notamment, qui vous accompagnait, pour pouvoir essayer de faire en sorte que les verrous puissent sauter un à un, et puis qu'à l'échelle de l'agglomération, on puisse travailler dans de bonnes conditions sur ce dossier. En tout cas, Angoulême est particulièrement fier, notamment d'avoir aussi participé auprès de l'agglomération, auprès de Compontou, auprès de Soyaux, auprès de l'Île-d'Épagnac, pour faire aboutir ce projet, parce que c'est un projet important, c'est un projet intelligent, puis c'est un projet qui me permet de mettre en valeur aussi bon nombre de nos richesses naturelles, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Peut-être d'ailleurs nous en découvrons encore chaque jour, ou en tout cas au fil des rencontres ou au fil des événements que nous pouvons vivre ici et là. Je salue bien évidemment aussi l'invité de Marc, qui nous fait l'honneur de sa présence, Monsieur Bernard Olivier. Je crois qu'on peut d'ailleurs vous applaudir. Qui nous fait l'amitié donc d'être parmi nous à Angoulême, et qui contribue à mettre en lumière donc ce parcours, et puis ce projet porté par des hommes et des femmes du territoire, et qui, au-delà des richesses naturelles qui vont être mises en valeur, je crois aussi par l'intermédiaire d'un petit film, on en parlait donc à l'instant, et qu'on essaiera, cher Pascal, veiller peut-être à ce qu'il soit repris sur les sites internet, notamment de la ville et puis du Grand Angoulême. Donc Bernard Olivier, qui, je crois, a pris bon nombre d'initiatives depuis maintenant plusieurs années pour mettre en valeur des richesses, mais peut-être pas forcément toujours naturelles, même si en marchant elles sont nombreuses, mais aussi des richesses humaines, parce que vous avez pris bon nombre d'initiatives pour accompagner notamment des jeunes en difficulté, et vous avez, à travers la marche, finalement,
permis à ces jeunes de découvrir des parcours un peu initiatifs et qui ont permis certainement de les réinsérer. Je sais que ces questions-là sont importantes pour vous et sachez que sur ce territoire, c'est des préoccupations que nous partageons bien évidemment à l'échelle donc des collectivités et des pouvoirs publics locaux. Donc merci en tout cas à vous. Vous avez aussi marché beaucoup. On parlait à l'instant donc notamment d'un parcours que vous avez pu faire depuis la Turquie jusqu'à la Chine et puis notamment Xi'an, donc à travers notamment une partie de la route de la soie. Donc ça montre bien évidemment votre goût d'aventure également, mais aussi votre sens de servir les autres à travers votre propre expérience. Et Dieu sait que, cher Monsieur Olivier, que vous devez en avoir. Donc c'est un honneur, un plaisir pour nous de vous recevoir. Et je l'espère que, en tout cas, à travers nos randonneurs, nos marcheurs qui sont ici sur scène, et puis votre contribution ce soir, je sais sans aucun doute que le débat sera riche et surtout donc intéressant. Donc merci surtout à vous de votre présence et j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de vous voir aussi nombreux et de plus en plus nombreux sur ce périph' dans les semaines et mois à venir. Et peut-être le premier événement, ça sera dimanche aussi, sur les Chez Magis, où il y aura des animations. Et puis cette inauguration où il est important, à mon sens, qu'il y ait une forte présence citoyenne. Donc vous êtes tous invités, bien évidemment, dimanche à 18h au Chez Magis. Merci. Bonne conférence à vous. Bien, merci à vous, monsieur le maire. Merci à tous les élus d'Angoulême et du Grand Angoulême d'avoir su, c'est assez rare pour être souligné, d'avoir su écouter les citoyens de base, que nous étions tous à Révon-la-Ville, et qui avaient lancé cette idée un petit peu en l'air. Mais avant qu'elle ne retombe, les élus s'en sont saisis. Ils ont, y compris, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, continué à écouter les citoyens dans la mise en œuvre pratique. Jacques a beaucoup travaillé sur le balisage. Patrick a énormément consulté les cadastres. Patrick Trégouette, qui est dans la salle, beaucoup consulté les cadastres, etc. Et donc, il y a eu vraiment un travail là, participatif, et ce n'est pas seulement des mots. Avant d'écouter Bernard Olivier, on a pensé qu'il pouvait être intéressant d'écouter quelques marcheurs. Et on a pris 3 marcheurs qui font partie du collectif Révon-la-Ville. Quand je dis font partie ou qui ont été acteurs de Révon-la-Ville, je ne dis pas membres parce que Révon-la-Ville, c'est un collectif tellement informel qui n'a ni adhérents, ni bureau, ni président, ni siège, rien du tout. C'est un collectif pur esprit, si vous voulez. Mais comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des structures pour faire avancer les choses. Alors, dans ces marcheurs, le premier de ces marcheurs est une marcheuse, on va commencer par les dames. Il s'agit de Bénédicte Laloyau. Et Bénédicte, alors, juste, je fais une parenthèse, j'allais oublier de dire une chose importante. Pourquoi on les fait parler? Parce qu'on a de multiples raisons de marcher. Vous savez bien, les hommes politiques savent aussi pourquoi, les marcheurs, on connaît l'histoire, mais il y a des raisons de marcher qui peuvent être spirituelles, quand on va à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui peuvent, pas tout le monde, mais pour certains, qui peuvent être des raisons sportives, des raisons de santé, des raisons de tourisme, des raisons d'aventure, ça a été le cas de Bernard Olivier. Et donc, on a pris un petit échantillon. Alors, Bénédicte, elle marche et elle fait marcher. Et elle fait marcher pour des raisons quasi médicale. Bénédicte, elle est diététicienne nutritionniste ou nutritionniste diététicienne, je ne sais pas dans quel ordre on le dit, à l'hôpital de Girac. Et avec Dominique Lachat, un monsieur qui est aujourd'hui malheureusement décédé, elle a créé il y a quelques années une association qui s'appelle Un pas de plus. Et elle va nous expliquer ce qu'il en est, ce qu'est cette association et comment, et pourquoi elle marche et pourquoi elle fait marcher les gens. Bonsoir. Cette association, on l'a créée effectivement il y a 6 ans maintenant presque avec Dominique Lachat. En fait, nous nous sommes rejoints parce que nous avions tous les deux des besoins. Excusez-moi, je suis plus à l'aise sur les chemins que sur la Seine. Dominique Lachat avait le souhait de mettre en place cette association qui est un label de la Fédération française de randonnée pédestre qui s'appelle Rando Santé. Et moi, dans ma pratique, tous les jours, je rencontrais des personnes
ne marchaient pas ou qui ne marchaient plus, et pour qui ça aurait été bien pour leur santé, en tout cas, qu'elles marchent un peu plus régulièrement. Que ce soit pour leur santé d'ailleurs ou pour rompre un isolement social. Donc nous nous sommes rejoints avec nos objectifs personnels et cette association a vu le jour. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 animateurs. Ma présidente est dans la salle, 7. Et nous avons 45 adhérents cette année. Donc ces personnes viennent soit parce qu'elles ont effectivement un problème médical, soit parce qu'elles sont seules et qu'elles n'osent pas aller marcher toutes seules ou qu'elles ne sont pas motivées pour aller marcher seules. Et puis la caractéristique du rando santé, c'est qu'on fait des balades courtes de 5-6 km maximum à une vitesse lente qui s'adapte au rythme pas du plus lent, mais enfin qui s'adapte au rythme de chacun, avec quand même un intérêt patrimonial ou pour la biodiversité. Voilà. Ce sont des gens qui n'auraient pas pu aller marcher sur des groupes classiques de randonnée, qui du coup auraient été privés de tous les bienfaits de la marche. Alors Bénédicte, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de marcher et qu'est-ce que ça apporte à ces gens qui marchent dans le cadre de ton association? De la santé, du moral, qu'est-ce que ça apporte? Alors, ce que nous renvoient nos adhérents, c'est qu'effectivement, leur santé souvent va mieux. On voit des gens qui ont du diabète, dont les diabètes s'équilibrent, qui vont retrouver la ligne pour certains. Mais surtout, moi, ce que je trouve formidable, et je leur dis souvent quand on fait une marche ensemble, quand je les vois arriver le matin ou l'après-midi, parce qu'en fonction de la saison, on change, ils arrivent comme nous avec leurs soucis, leurs préoccupations, un petit peu, voilà. Et quand les randonnées sont terminées, je voudrais toujours les prendre en photo parce qu'on a affaire à des gens qui sont à nouveau ouverts, rayonnants, en pleine forme, avec le moral. Ils ont échangé avec leurs compagnons de marche. Et encore plus que les bienfaits physiques, je trouve qu'on a des bienfaits du bien-être pour les gens. Voilà, marcher, ça donne des courbatures, mais ça fait du bien. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, notre deuxième marcheur, il est plus connu à Angoulême pour d'autres raisons que pour la marche, mais c'est un marcheur devant l'Éternel, il en a fait. C'est Francis Groult, donc le cofondateur du Festival de la bande dessinée. Alors, Francis, il a fait des treks au Népal, un peu partout. Il a aussi fait partie d'un tas d'associations de marcheurs. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te fait marcher un peu l'aventure quand tu vas au Népal? Alors, si, le micro marche. Oui, vous m'entendez? Si. Bon, d'accord. Bon, ben, moi, quand je réfléchis, j'ai commencé à marcher, enfin, comme tout le monde, bien sûr, mais à vraiment marcher vers 14 ans. J'étais scout et on allait faire des camps et on marchait. Voilà, c'était quand même assez formidable. Et puis après, longtemps après, j'ai été un des fondateurs du club de marche d'Angoulême, quoi. Voilà, et là, c'est important. Alors, je ne sais plus il y a combien de temps, il y a peut-être une trentaine d'années à peu près. Les Audax ont la particularité d'avoir des distances de 25, 50, 75, 100, 125 et 150 km. Et ce n'est pas une course. Et là, on a un capitaine de route, c'est lui qui donne la cadence. On marche à 6 à l'heure, ce qui est relativement rapide. Voilà. Et donc, on a parcouru la Charente, puis on a été marcher un petit peu en dehors de la Charente, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai continué à marcher là. Et là, c'était agréable parce que tu es avec un groupe avec qui on discutait, c'était sympa. Et puis j'avais eu envie de connaître autre chose. Alors, j'ai décidé d'aller marcher un peu à l'étranger. D'abord, j'ai fait ce que fait beaucoup de monde. J'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, pas par conviction religieuse, mais parce que c'était agréable. J'y suis allé avec quelques amis, un très petit nombre et tout. Et là, c'est formidable parce que c'est les gens qu'on rencontre à cours de route, des gens qu'on rencontre une fois, d'autres que l'on rencontre plusieurs fois au fil des étapes, un peu de toutes les nations.
Et là, ça aussi, c'est assez formidable pour savoir pourquoi, celui-là, pourquoi est-ce qu'il marche. Et il y en a un, c'est par pénitence, un autre, c'est pour remercier le ciel d'avoir guéri. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, c'est simplement le plaisir de marcher et de rencontrer des gens. Donc, le chemin de Saint-Jacques a été pour moi très bien. J'ai fait ça en 2 fois un mois. Et puis après, j'ai envie d'aller marcher ailleurs. Et là, j'ai été marcher dans le désert. Je suis allé d'abord en Mauritanie. J'ai marché pendant 10 jours en Mauritanie. Là encore, c'est un souvenir absolument formidable parce que passer une nuit à la belle étoile, coucher dans le sable et regarder le ciel, c'est assez chouette. Et puis, par moments, on se retrouve tout seul. On s'aperçoit que l'on est vraiment un grain de sable. L'orgueil que nous avons en nous, il en prend un coup parce qu'on s'aperçoit que face dans le désert, on n'est rien. On doit avoir certainement la même impression, je suppose, en pleine mer démontée. Mais voilà, ça aussi, c'est important. Alors, j'ai marché donc en Mauritanie, et puis après, je suis allé en Jordanie, et là, j'ai fait la Jordanie de la mer Morte à la mer Rouge pendant 11 jours. Et là aussi, le désert, c'est chouette. Et puis, en cours de route, on visite Petra. On peut voir le Wadi Rum. Dans le Wadi Rum, c'est là que l'avance d'Arabie était. Et puis, parce que j'avais envie d'aller voir autre chose, j'ai dit, bon, maintenant, je vais essayer de grimper. Alors, j'ai d'abord grimpé, j'ai fait le tour du Mont Blanc, et puis j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. Et puis après, j'ai été faire le Kilimandjaro. Et puis, parce que quand on a commencé, on continue. Après, j'étais dans l'Everest. Et là, j'ai fait plusieurs ascensions dans l'Everest. Je précise, je pitonne pas, moi. Je marche, je prends des crampons éventuellement, mais voilà, je suis pas un grimpeur. Mais j'ai quand même réussi à monter jusqu'à 6180 mètres. Voilà. Voilà. Et là, c'était assez formidable aussi, parce que j'ai marché avec des gens qui ne parlaient pas ma langue. Ce qu'ils parlaient, j'en sais rien. Il y avait juste le chef Sherpa, qui s'appelle un sirdar, qui parlait un petit peu l'anglais, mais les autres, les porteurs, ils parlaient toutes les langues. Mais ça a été formidable. On a passé un mois à parler. Alors moi, je faisais des petits gribouillis, je faisais des petits dessins, et puis ils me répondaient comme ça. Et ça a été pareil. C'est tout ce que je retiens de la marche, c'est les rencontres que l'on fait, l'échange que l'on fait. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne prend pas la peine de marcher, de s'arrêter, de rencontrer les gens. Les gens ont une richesse en eux. Il y a des cons, bien sûr, des cons, j'en ai rencontré partout. Mais il y a des tas de gens qui ont les choses à vous dire, qui peuvent le dire très simplement. Comme ça, si on est simple, on a la réponse que l'on mérite. Donc pour moi, la marche, c'est important, à condition, parce qu'elle permet la rencontre de l'autre. Et je vous assure que je ne sais pas combien de temps je pourrai encore marcher, mais tant que je pourrai le faire, je le ferai, ne serait-ce que pour ce plaisir de la rencontre. Merci beaucoup. Le côté sportif des Audax et le côté social de la rencontre. Se mettre en marche, c'est partir à la rencontre de l'autre, c'est certain. Alors Jacques, toi tu es un randonneur, donc trésorier d'ailleurs du comité régional Nouvelle-Aquitaine des randonneurs. Ouais. Et donc c'est le côté sportif qui compte plus pour toi ? Non, pas vraiment. Il y a aussi le côté convivial, évidemment, dans la randonnée. Mais moi, mon témoignage... Alors, contrairement à Francis, moi, j'ai commencé par grimper, en fait. Parce que j'étais, en fait, au Club alpin français, et quand j'étais jeune, je grimpais aux eaux claires, comme beaucoup de jeunes de la région d'Angoulême. Et à l'issue d'une séance de varap, on finissait au refuge qui était en bas aux eaux claires. Il y en a peut-être parmi vous qui ont connu ce refuge en bois qui existait en bas là, de la petite route sur la gauche, qui a brûlé, je crois, par la suite. Et en arrivant au refuge des eaux claires, il y avait le président du club alpin de l'époque, c'était le docteur Guérin, qui travaillait à Girac, qui était président donc, et qui nous dit voilà, je viens de recevoir un courrier au club alpin, on nous demande de faire un sentier de randonnée qui part, enfin dans son ensemble, qui part de Royan et qui va jusqu'à Cannes.
Alors, c'était en 1969, je crois. Donc, imaginez-vous à cette époque-là, à nous dire ça, c'était l'époque où on parlait plus de voitures, de routes, de choses comme ça, que de sentiers de randonnée. Et je me rappelle très bien, il nous sort une carte où il y avait donc les premiers sentiers de grande randonnée en France. Et on trouvait là-dessus des chemins qui traversaient, donc il y avait le GR3 qui suivait la Loire, il y avait le sentier qui est à Paris maintenant, qui est le GR1, et puis il y avait le fameux GR5 qui, partant des Ardennes, va descendre jusqu'à Nice. Et puis ils avaient mis en pointillé le GR4, celui donc qu'on devait faire, qui part de Royan et qui va jusqu'à Cannes. En fait, il va jusqu'à Grasse, mais enfin maintenant. Et on nous a dit, ben voilà, il faudrait qu'il y ait des bénévoles qui se mettent pour trouver un cheminement, un itinéraire de la Charente-Maritime jusqu'à la Dordogne, c'est-à-dire de Saint-Laurent-de-Cognac jusqu'à Émoutier, en fait. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça, je suis tombé assez stupéfait sur le fait qu'on pouvait arriver, parce que je me rappelle très bien de la réflexion en disant, mais c'est incroyable, on peut partir comme ça de Royan pour aller jusqu'à Cannes sans prendre de route, en prenant des itinéraires, etc. Eh bien oui, j'ai vu ça. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dedans, que j'ai commencé à travailler avec un type qui était au Comité national des sentiers de grande randonnée, qui s'appelait Baron, Louis Baron, que certains ont peut-être connu ici, qui était un commandant à la retraite. Et donc j'étais son second. Et on a commencé comme ça à tracer les itinéraires de randonnée. Alors ce qui est extraordinaire, c'est après on travaille sur des petites randonnées, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette époque-là, on a d'abord travaillé sur les grands itinéraires qui en fait intéressent peu de monde, parce que peu de gens quand même font le GR4 actuellement. Il y en a beaucoup plus qui vont sur le Saint-Jacques. Mais on a commencé à travailler sur les grands itinéraires avant de faire ce qu'on appelle, nous, des PR, c'est-à-dire des petites randonnées en boucle qui intéressent évidemment tous les gens, les Charentais. Merci Jacques. Alors on voit que les randonneurs peuvent aussi être des bâtisseurs, et d'ailleurs le périphérique vert en est bien la preuve. Les randonneurs, ils balisent aussi le chemin, ils l'entretiennent. Il y a cette notion très importante d'entretien de la nature. Si tous ceux qui sont ici peuvent randonner, c'est parce qu'il y a des gens effectivement qui balisent, qui font des itinéraires qui existent. Alors évidemment, on peut faire comme Sylvain Tesson, c'est-à-dire suivre les chemins noirs qui sont sur les cartes IGN. Mais enfin, bon, j'ai compris que Sylvain Tesson, par moment, il avait des petits soucis, il tombait dans des prés, sur des clôtures, sur des choses comme ça. C'est un peu compliqué quand même. Donc, c'est beaucoup plus facile de suivre les chemins de petites randonnées, les GR, et c'est aménagé. Et maintenant, le périph' vert. Et qui ont été balisés. Voilà. Alors j'ajouterai tu disais tout à l'heure qu'on peut aller très loin, j'ajouterai au plaisir de la marche, moi, tel que je le ressens, ça nous fait changer l'échelle du temps. On marche, quand on marche, aller à Paris, c'est plus 2h30 de TGV, quoi, hein. Et ça change vraiment très fortement l'échelle du temps. Et puis l'autre élément, c'est qu'on apprend un peu le dépouillement, parce que quand on marche, il vaut mieux alléger son sac. Voilà.